Le coup de pied de ma sœur Rebecca a frappé la poussette de mon fils avec une telle force que le bébé de seulement 8 mois a été projeté contre la barrière de protection, ses pleurs se transformant en un cri de douleur qui a résonné dans le salon de la maison de mes parents. Peut-être qu'il apprendra à rester tranquille maintenant, a déclaré Rebecca avec désinvolture, ajustant son chemisier de marque comme si elle venait de marcher sur une feuille morte dans le jardin. Mon père a laissé échapper un rire sec depuis le fauteuil en cuir où il regardait le match. Bien joué. Cette génération d'enfants est trop gâtée. Ma mère n'a même pas levé les yeux de son magazine de décoration. Jim a toujours été trop indulgent. Ce garçon a besoin d'une vraie discipline. En me baissant pour ramasser mon fils, Thomas, qui pleurait maintenant désespérément, une marque rouge sur le bras, j'ai senti le sang bouillir dans mes veines. Mais j'ai gardé une expression neutre. Contrôlé. Je m'appelle Jim et, à 32 ans, je viens d'assister à la violence physique de ma propre famille envers mon bébé parce qu'il a pleuré pendant le déjeuner dominical. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'un système de sécurité enregistrait chaque seconde. Grandir en tant qu'enfant à problème de la famille Morrison m'a appris de nombreuses leçons précieuses. Rebecca a toujours été la star de la famille. Diplômée en droit de Columbia, mariée à un chirurgien plasticien, vivant dans un appartement-terrasse à Manhattan qui apparaissait dans les magazines. J'étais juste le technicien informatique qui vivait dans un appartement de 2 pièces dans le Queens, élevant seul mon fils après que mon ex-femme m'ait abandonné. La dynamique familiale était établie depuis notre enfance. Rebecca pouvait faire n'importe quoi et serait défendue. Je pouvais être parfait et être quand même critiqué. Quand elle a cassé la vitre de la voisine à l'âge de 10 ans, mes parents ont dit que c'était un accident. Quand j'ai eu la meilleure note en maths, ils m'ont dit que je devais travailler plus en anglais. Aujourd'hui, ce n'était pas différent. Nous sommes arrivés pour le déjeuner mensuel obligatoire et Thomas s'est mis à pleurer parce qu'il avait faim. Au lieu de comprendre que les bébés pleurent, c'est littéralement leur façon de communiquer leurs besoins fondamentaux. Ma famille a réagi comme si c'était une attaque personnelle contre leur confort. « Tu ne peux pas le faire arrêter ?» avait demandé Rebecca avec une irritation croissante tout en coupant son saumon grillé. « Il a faim », ai-je expliqué patiemment en préparant le biberon. « Ça va s'arrêter dans quelques minutes. » De mon temps, les enfants savaient se comporter en public, a grommelé mon père. C'est alors que Rebecca s'est levée de table. J'ai pensé qu'elle allait aux toilettes ou peut-être sortir pour répondre à un appel important. Elle tenait toujours à montrer à quel point elle était sollicitée dans le cabinet d'avocat où elle était associée. Au lieu de cela, elle s'est dirigée directement vers le landau où Thomas était allongé et, sans prévenir, a donné un coup de pied sur le côté avec suffisamment de force pour faire bouger tout le landau. Le silence qui a suivi le cri de mon fils a duré exactement 3 secondes. Puis est venue l'approbation collective de ma famille, comme si elle avait fait quelque chose de nécessaire et de courageux. Enfin quelqu'un qui a du poing, a commenté ma mère en retournant à son magazine. J'ai pris Thomas dans mes bras, vérifiant qu'il n'était pas blessé au-delà de la marque rouge qui commençait déjà à apparaître sur son petit bras. Ses petits yeux bleus me regardaient avec cette confiance totale que les bébés ont envers leurs parents, la certitude que je le protégerais de tout mal. « Je pense qu'on va y aller », ai-je dit calmement en remettant Thomas dans la poussette. « Ne dramatise pas, Jim », a rétorqué Rebecca en retournant s'asseoir. C'était juste une petite tape pour lui apprendre les limites. « Une petite tape », ai-je répété, ma voix toujours maîtrisée. « Tu as donné un coup de pied à un bébé. »« Tu exagères, comme d'habitude », est intervenu mon père. Rebecca a juste montré à l'enfant qu'il doit connaître sa place. Pendant que je rangeais les affaires de Thomas et préparais notre départ, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Le système de caméras de sécurité que j'avais installé pour mes parents l'année précédente, parce que Rebecca insistait pour qu'ils aient une protection moderne, clignotait discrètement dans un coin de la pièce. Toutes les caméras étaient actives. Elles enregistraient. Ils n'en avaient aucune idée, mais ils venaient de documenter parfaitement les abus qu'ils avaient commis sur leur enfant. Et moi, en tant que technicien qui avait installé le système, j'avais un accès à distance à tous les enregistrements. Si vous aimez cette histoire de justice familiale, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir comment cette situation a évolué de manière inattendue. Car pendant qu'ils pensaient que je m'enfuyais, vaincu une fois de plus, j'étais déjà en train de cataloguer mentalement chaque image de cet enregistrement et de planifier comment utiliser ces preuves de la manière la plus dévastatrice possible. La véritable leçon sur les limites ne faisait que commencer, et cette fois, c'était Rebecca qui allait apprendre où se trouvaient les siennes. Sur le chemin du retour, Thomas a finalement cessé de pleurer sur la banquette arrière, mais la marque rouge sur son petit bras était toujours bien visible, comme un rappel de ce qui s'était passé. Je me suis arrêté sur le premier parking que j'ai trouvé et j'ai appelé mon ex-femme, Jennifer. « Jim, que s'est-il passé ?» Jennifer a répondu à la deuxième sonnerie, la voix immédiatement inquiète. « Ta sœur a donné un coup de pied à Thomas, ai-je dit sans détour.
pendant le déjeuner chez mes parents. Le silence à l'autre bout du fil a duré de longues secondes. Jennifer et moi avons mis fin à notre mariage à l'amiable après qu'elle ait admis qu'elle n'était pas prête à être mère, mais elle aimait toujours Thomas profondément. Elle a fait quoi? L'incrédulité dans sa voix était palpable. Jim, tu es sérieux? Tout à fait. Il pleurait parce qu'il avait faim et elle s'est levée de table et a donné un coup de pied dans sa poussette. Mes parents ont applaudi son geste. Bon sang, murmura Jennifer. Tu l'as déjà emmené chez le médecin? Je vais directement aux urgences, répondis-je en regardant Thomas dans le rétroviseur. Il n'y a qu'une marque rouge, mais je veux m'en assurer. Pour bien comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui, vous devez connaître ma famille. Rebecca a toujours été l'enfant parfaite aux yeux de mes parents. Diplômée en droit avec mention très bien, associée junior au cabinet Hartwell et associate avant l'âge de 30 ans, mariée au docteur Kevin Matthews, un chirurgien plasticien renommé. Elle conduisait une Mercedes décapotable, vivait dans un penthouse à Manhattan qui avait été présenté dans le magazine Architectural Digest et avait un agenda social qui comprenait des galas de charité et des événements de la haute société new-yorkaise. Moi, en revanche, j'étais le fils à problème qui n'avait jamais atteint le potentiel qu'ils attendaient de moi. Diplômé en informatique d'une université publique, je travaillais comme technicien senior dans une entreprise de cybersécurité. Je vivais dans le Queens, conduisais une Honda Civic, et ma plus grande réussite sociale était d'être père célibataire. La disparité dans le traitement a commencé tôt. Lorsque Rebecca a cassé l'ordinateur de la voisine à l'âge de 12 ans, mes parents ont payé pour en acheter un nouveau et ont dit que les accidents, ça arrive. Lorsque j'ai obtenu la meilleure note à l'examen d'entrée au MIT, ils m'ont répondu que une hirondelle ne fait pas le printemps et que je devais faire preuve de constance. Rebecca pouvait rentrer à 3 heures du matin à l'âge de 16 ans et recevait un « Prends soin de toi, ma chérie ». Si j'arrivais 10 minutes après le couvre-feu, je perdais mon argent de poche pendant un mois. La différence de traitement s'est accentuée à la naissance de Thomas. Rebecca, qui n'avait toujours pas d'enfant après 6 ans de mariage, remettait constamment en question mes décisions parentales. Tu ne trouves pas que tu es trop permissif? Les enfants ont besoin de structure, Jim. À mon époque, les bébés ne dictaient pas l'emploi du temps familial. Mes parents la soutenaient dans chacune de ses critiques. Lorsque Thomas a pleuré pendant le dernier Noël, mon père a murmuré « manque de discipline » et ma mère a suggéré que je n'étais peut-être pas fait pour être père seul. Aujourd'hui, ce n'était pas différent. Nous sommes arrivés pour le déjeuner mensuel, une tradition que j'avais maintenue dans l'espoir que Thomas fasse connaissance avec sa famille paternelle, et le comportement normal d'un bébé a été pris comme une offense personnelle. « Tu n'es même pas capable de contrôler un bébé », avait commenté Rebecca pendant que Thomas pleurait. « Comment espères-tu élever un enfant sans structure familiale adéquate? »« Il a faim », avais-je expliqué patiemment. « Les bébés pleurent quand ils ont un besoin. »« Les bébés gâtés pleurent », avait-elle rétorqué. « Les bébés bien élevés attendent. » C'est ma mère qui a suggéré « Tu devrais peut-être envisager d'engager une nounou professionnelle, Jim. Quelqu'un qui a une vraie expérience de l'éducation des enfants. » Ce qu'il ne savait pas, et je ne l'ai jamais mentionné, c'est que Thomas était un enfant exceptionnellement calme pour son âge. Notre pédiatre, le docteur Harrison, louait constamment son tempérament tranquille et son développement sain. Mais chez mes parents, le moindre bruit que Thomas faisait était amplifié comme s'il s'agissait d'un trouble de l'ordre public. Ils traitaient sa présence comme un inconvénient toléré, et non comme la visite de leur seul petit-fils. La situation a atteint son paroxysme lorsque Rebecca s'est levée de table. Je pensais qu'elle allait aux toilettes ou répondre à un appel téléphonique. Elle tenait toujours à montrer à quel point son travail était important. Au lieu de cela, elle s'est dirigée directement vers le landau où Thomas était allongé, regardant le plafond avec cette curiosité innocente que les bébés ont pour les lumières et les ombres. Le coup de pied était délibéré, calculé, assez fort pour déplacer le landau et faire heurter Thomas contre la barrière de protection. « Voilà », dit-elle en se tournant vers moi avec satisfaction. « Maintenant, il a une vraie raison de pleurer. » Mon père applaudit lentement. Enfin quelqu'un qui s'impose. Ma mère ne leva même pas les yeux de son magazine. Les enfants doivent apprendre les limites dès leur plus jeune âge, Jim. Tu devrais remercier ta sœur. En route vers l'hôpital, je me suis souvenu d'une conversation que j'avais eue avec Jennifer quelques mois auparavant. Elle m'avait demandé pourquoi j'insistais pour emmener Thomas à ses déjeuners de famille, alors que j'en revenais toujours frustré. « Il mérite de connaître sa famille », avais-je répondu. « Même si elle est compliquée. » La famille, ce n'est pas ceux avec qui tu partages ton sang, avait dit Jennifer. La famille, ce sont ceux qui te protègent, te soutiennent, t'aiment inconditionnellement. D'après ta description, ces gens font tout le contraire. Maintenant,
en regardant mon fils de 8 mois sur le siège arrière, avec une marque rouge sur le bras parce qu'il avait pleuré quand il avait faim. Je comprenais enfin ce que Jennifer voulait dire. Mais ce que ma famille ne savait pas, c'est que je n'étais plus le garçon timide qui acceptait en silence leurs critiques et leurs mépris. J'étais père maintenant. Et les pères protègent leurs enfants. Ils ne savaient pas non plus que le système de sécurité que j'avais installé dans leur maison enregistrait tout en haute définition, avec un son cristallin, et que j'avais un accès à distance à tous les enregistrements. Ce qui s'était passé aujourd'hui n'était pas seulement un « moment de discipline », comme ils le croyaient. C'était de la violence infantile documentée. Et je planifiais déjà exactement comment utiliser ces preuves pour m'assurer que personne ne ferait plus jamais de mal à mon fils. La véritable éducation sur les limites ne faisait que commencer. Et cette fois, ce seraient Rebecca et mes parents qui apprendraient les conséquences de leurs actes. À l'hôpital, le docteur Martinez a examiné Thomas avec soin pendant que je lui expliquais ce qui s'était passé. La marque rouge sur son petit bras était encore bien visible, et Thomas pleurait dès que quelqu'un s'approchait trop près de lui. Heureusement, il n'y a aucun signe de fracture ou de lésion interne, a déclaré le docteur Martinez en ajustant ses lunettes. Mais cette marque correspond à un traumatisme par choc. Je dois le noter dans le dossier. Consigné ? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. C'est le protocole de l'hôpital en cas de suspicion de maltraitance infantile. Je vais devoir appeler les services sociaux. 2 heures plus tard, j'étais interrogé par l'assistante sociale Karen Phillips, une femme d'une 40aine d'années au regard bienveillant mais déterminé. « Monsieur Morrison, si je comprends bien, c'est un membre de votre famille qui a causé cette blessure ?» a-t-elle demandé en prenant des notes. Ma sœur a donné un coup de pied dans son landau parce qu'il pleurait pendant le déjeuner. Mes parents ont applaudi son geste. Karen a arrêté d'écrire et m'a regardé droit dans les yeux. Ils ont applaudi ? Ils ont dit que c'était une mesure disciplinaire nécessaire. Que les bébés doivent apprendre les limites. Les bébés de 8 mois n'ont pas la capacité cognitive de comprendre la discipline, a-t-elle répondu en reprenant ses notes. C'est une connaissance de base sur le développement de l'enfant. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, mon téléphone était déjà bombardé de messages. Rebecca avait découvert que j'étais allé à l'hôpital. « Tu es pathétique, Jim. Emmener un bébé à l'hôpital pour une correction mineure ? Tu as toujours été un drama queen. » Mon père a été plus direct. « Tu fais honte à cette famille. Arrête immédiatement cette comédie. » Ma mère a opté pour la manipulation émotionnelle. « Ton pauvre père a des palpitations à cause de ton comportement. Tu veux tuer ton propre père ? » J'ai bloqué tous les numéros et j'ai appelé Jennifer. « Comment va-t-il » m'a-t-elle immédiatement demandé. « Physiquement, il va bien. Émotionnellement, il va avoir besoin de temps, » ai-je répondu en regardant Thomas dormir agité dans son berceau. « Jim, tu dois protéger notre fils. Cette famille est toxique. » « Je sais, et je vais le faire. » « Qu'est-ce que tu prévois de faire ?» Je lui ai expliqué pour les enregistrements de sécurité. Jennifer est restée silencieuse pendant un long moment. « Tu as tout enregistré ? Le coup de pied, leurs commentaires ? » Chaque seconde. Vidéo et audio en haute définition. Mon Dieu, Jim. C'est une preuve criminelle. Le lendemain matin, alors que Thomas jouait sur le tapis du salon, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Kevin, le mari de Rebecca. « Jim, je dois te parler. En personne. » « À propos de quoi ? » ? « À propos de ce qui s'est passé hier. Et d'autres choses que vous devez savoir. » Nous nous sommes retrouvés dans un café du centre-ville. Kevin semblait épuisé, avec de profondes cernes sous les yeux et les mains légèrement tremblantes. « Elle m'a donné sa version des faits, » commença Kevin. « Elle a dit que vous exagériez, que c'était juste un petit coup pour calmer le bébé. » Kevin, elle a donné un coup de pied dans la poussette de mon fils. Il a heurté la barrière et s'est fait un bleu. Kevin ferma les yeux. « Je sais. Je te crois. » Pourquoi ? Parce qu'elle a fait la même chose avec moi. Pas physiquement, mais... Il s'interrompit, cherchant ses mots. Quand on n'est pas d'accord, elle pique des crises. Elle casse des choses. La semaine dernière, elle a jeté un vase contre le mur parce que j'avais oublié de confirmer le dîner avec ses associés. Une pièce du puzzle s'assembla dans mon esprit. Depuis combien de temps cela dure-t-il ? Depuis qu'on est mariés. Mais ça a empiré quand elle est devenue associée au cabinet. Le pouvoir lui est monté à la tête. Pourquoi tu me racontes ça ? Kevin m'a regardé droit dans les yeux. Parce que quand j'ai vu les photos du bras de Thomas que ton ex-femme a postées sur Facebook, j'ai su que je devais faire quelque chose. Un enfant ne mérite pas ça. Elle a vu les photos. Oui, elle était furieuse. Elle a dit que vous la diffamiez, qu'elle allait vous poursuivre pour calomnie.
C'est à ce moment-là que ma décision s'est complètement cristallisée. Il ne s'agissait plus seulement de protéger Thomas. Il s'agissait d'empêcher Rebecca de continuer à faire du mal à d'autres personnes. Kevin, seriez-vous prêt à témoigner contre elle? Témoigner où? Si nécessaire, au tribunal. Ou devant d'autres personnes qui ont besoin de savoir qui elle est vraiment. Kevin a hésité une seconde. Oui, je le ferai. Ce soir-là, après avoir couché Thomas, je me suis assis devant mon ordinateur et j'ai accédé au système de sécurité de la maison de mes parents. Les enregistrements étaient tous là, classés par date et heure. J'ai téléchargé le fichier du dimanche précédent. 5 heures d'enregistrement qui comprenaient notre arrivée, le déjeuner et l'incident. J'ai tout regardé à nouveau. La qualité de la vidéo était parfaite. Le son avait capté chaque mot qui avait été dit. L'expression de plaisir sur le visage de Rebecca après avoir donné un coup de pied dans le chariot. Le rire cruel de mes parents. Les pleurs désespérés de Thomas. Mais il avait également capté quelque chose que je n'avais pas remarqué sur le moment. Au moment précis où Rebecca s'est levée de table, elle a regardé directement vers l'une des caméras et a souri. Elle savait qu'elle était filmée. Elle voulait que cela soit enregistré. Cette prise de conscience a tout changé. Ce n'était pas un moment de colère impulsive. C'était calculé. Prémédité. Elle voulait que je le voie, que je me sente impuissant face au système familial qui l'avait toujours protégé. J'ai appelé mon cousin Paul, qui travaille comme journaliste d'investigation au New York Times. Paul, j'ai besoin de ton aide professionnelle. Que s'est-il passé, Jim? Je lui ai tout raconté. Je lui ai envoyé une copie éditée de l'enregistrement par email sécurisé. Bon sang, Jim. C'est de la violence infantile documentée. Je sais. Mais je veux que cela ait le plus grand impact possible. Je ne veux pas seulement qu'elle subisse des conséquences juridiques. Je veux que tout le monde sache qui elle est vraiment. Tu en es sûr? Une fois que cela sera rendu public, il n'y aura plus de retour en arrière possible. J'ai regardé la chambre où Thomas dormait, faisant encore de petits bruits de malaise même dans son sommeil. Absolument. Alors faisons ça comme il faut. J'aurai besoin de plus d'informations sur sa carrière, ses relations professionnelles, les organisations où elle est influente. J'ai passé les 2 heures suivantes à compiler tout ce que je savais sur la vie publique de Rebecca. Ses affaires les plus célèbres au cabinet d'avocats. Ses relations politiques. Son implication dans des conseils d'administration d'organisations caritatives. Paul avait raison. Une fois que cela serait rendu public, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Mais en regardant les photos du bras blessé de mon fils, je savais que c'était exactement ce qui devait arriver. Rebecca avait franchi une ligne qu'elle ne pouvait plus franchir. Et maintenant, elle allait découvrir que les actes ont des conséquences, même pour les enfants chéris de la famille Morrison. Le plan prenait forme, et il serait plus vaste qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Au cours des 3 jours qui suivirent, je transformai mon appartement du Queens en centre d'opération. Thomas jouait sur le tapis pendant que j'organisais méticuleusement chaque élément de preuve contre Rebecca, étalant des documents sur la table de la cuisine comme un détective montant un dossier. Paul avait été clair sur ce dont nous avions besoin pour rendre l'histoire irréfutable. Il ne suffit pas d'avoir l'enregistrement du coup de pied, m'a-t-il expliqué au téléphone. Il nous faut un schéma. Des preuves documentées d'un comportement abusif constant. Kevin s'est révélé être une source d'informations inattendue. Lors de notre 2e rencontre, il a apporté un dossier contenant des dossiers médicaux, des photos d'objets cassés dans la maison et même des enregistrements audio qu'il avait réalisés en secret pendant les crises de colère de Rebecca. Elle m'a jeté une assiette à la tête la semaine dernière, a révélé Kevin en montrant une photo d'une coupure au-dessus du sourcil. Elle a dit que c'était parce que je ne l'avais pas suffisamment défendu lorsque son patron avait critiqué un rapport. Pourquoi avez-vous documenté tout cela? Ai-je demandé, impressionné par son organisation méticuleuse. Parce que je suis médecin. Je reconnais les schémas d'abus quand je les vois. Et je savais qu'un jour, j'aurais besoin de prouver ce qui se passait. Ma stratégie était multiple. Tout d'abord, Paul publierait un article d'investigation dans le Times sur la violence familiale chez les professionnels de haut niveau, en utilisant Rebecca comme étude de cas principale. Ensuite, j'enverrai les enregistrements au conseil de discipline du barreau de l'État de New York. Enfin, je partagerai ces informations avec des organisations caritatives où Rebecca occupait des postes prestigieux. Mais il me fallait plus. Rebecca était intelligente, bien connectée et avait les moyens de contrôler le récit. Elle tenterait de discréditer toute preuve en la qualifiant de « manipulation d'un frère jaloux ». C'est alors que je me suis souvenu d'un élément crucial. Rebecca avait posé sa candidature pour être nommée juge d'État, un processus en cours depuis 6 mois.
La nomination dépendait de l'approbation du gouverneur et d'une vérification approfondie de ses antécédents. J'ai appelé mon ancienne professeure de droit constitutionnel, le docteur Patricia Nguyen, qui travaillait désormais comme consultante en nomination judiciaire. « Jim, quelle surprise de vous entendre !» m'a-t-elle dit chaleureusement. « J'ai entendu dire que vous aviez un fils maintenant. Félicitations. » « Merci, docteur Nguyen. En fait, je vous appelle au sujet de mon fils. Et de ma sœur. » Je lui ai expliqué la situation sans mentionner mon plan précis. Je lui ai simplement demandé quels étaient les critères d'évaluation pour les nominations judiciaires. « La moralité est fondamentale, » m'a-t-elle expliqué. Tout signe de comportement violent ou abusif est immédiatement disqualifiant. Pourquoi cette question? Simple curiosité académique, mentis-je. Merci pour l'information. Le troisième élément de la stratégie vint d'une source inattendue. Thomas jouait dans le parc lorsque je rencontrai Sandra, la mère d'un des enfants de la crèche. « Vous êtes le frère de Rebecca Morrison ?» demanda-t-elle, reconnaissant mon nom de famille lorsque je me présentai. « Oui, pourquoi ?» Elle était l'avocate de mon ex-belle-sœur dans une affaire de garde d'enfants. Complètement contraire à l'éthique. Elle a fabriqué des preuves, intimidé des témoins. Cela a coûté à mon ex-belle-sœur la garde de ses enfants. Vous avez des documents à l'appui? Bien sûr. J'ai tout gardé dans l'espoir de pouvoir un jour faire quelque chose. Sandra est devenue ma quatrième source. Ces documents comprenaient des emails dans lesquels Rebecca violait clairement les normes éthiques de la profession, manipulant des témoins et déformant des preuves. Pendant que je construisais le dossier, Rebecca continuait sa vie normale, apparemment convaincue que l'incident avec Thomas avait été oublié. Elle a même publié sur Facebook un message sur l'importance de la discipline des enfants dans la société moderne. Kevin m'a envoyé des captures d'écran. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend, a-t-il commenté. Mes parents ont essayé de me contacter à plusieurs reprises, alternant entre menaces et supplications. Ma mère m'a laissé un message larmoyant. « Tu détruis cette famille à cause d'un malentendu, Jim. » Rebecca voulait juste aider à l'éducation de Thomas. Mon père a été plus direct. « Arrête cette mascarade immédiatement, ou tu seras déshérité. » Définitivement. Je n'ai répondu à aucun message. J'étais trop occupé à organiser la chute de Rebecca. Paul a travaillé avec moi pour établir un calendrier parfait. Nous devons coordonner toutes les révélations, m'a-t-il expliqué. D'abord, l'article dans le Times, qui établit le ton. 24 heures plus tard, le dossier sera transmis au conseil de discipline. 48 heures plus tard, il sera transmis au comité de nomination judiciaire. 72 heures plus tard, toutes les organisations caritatives en recevront une copie. Pourquoi cette séquence précise? Ai-je demandé. Parce que chaque révélation s'appuiera sur la précédente. Lorsque le dernier domino tombera, elle ne pourra plus contrôler le récit. Au cours de cette semaine de préparation, j'ai remarqué des changements chez Thomas. Il était moins anxieux, dormait mieux. Le docteur Harrison, notre pédiatre, a confirmé que la marque rouge avait disparu, mais a recommandé de continuer à éviter les situations stressantes. Les bébés sont plus résistants qu'on ne le pense, a-t-il déclaré. Mais ils sont aussi plus sensibles aux tensions environnementales. Gardez-le dans un environnement sûr et aimant. Cela n'a fait que renforcer ma détermination. Thomas ne serait plus jamais près de Rebecca, ni d'aucun membre de sa famille qui tolérait la maltraitance infantile. La dernière pièce du puzzle est venue lorsque Kevin m'a appelé un jeudi soir. « Jim, tu dois savoir. Rebecca prévoit de te poursuivre en diffamation. Elle a engagé un détective privé pour trouver des informations compromettantes sur toi. Que peuvent-ils trouver? Ai-je demandé, sincèrement curieux. Rien d'important. Tu paies tes factures, tu t'occupes bien de Thomas, tu n'as pas de casier judiciaire. Mais elle est désespérée de trouver quelque chose à utiliser contre toi. C'est parfait. Ai-je répondu, surprenant Kevin. Parfait comment? Parce que cela signifie qu'elle sait qu'elle est vulnérable. Les gens confiants n'engagent pas de détective privé. Si vous suivez le parcours d'un père qui protège son fils, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment cette stratégie soigneusement élaborée s'est déroulée. À la veille de la mise en œuvre du plan, j'ai revu chaque élément une dernière fois. Je n'ai trouvé aucune faille, seulement la certitude que, après le lever du jour, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Rebecca avait frappé mon fils en pensant qu'elle pourrait continuer à agir en toute impunité, protégée par le système familial qui l'avait toujours préservé des conséquences de ses actes. Mais les systèmes peuvent être piratés. Et j'étais, après tout, un expert en système. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que sa tentative de me poursuivre en diffamation serait le catalyseur final qui rendrait toute l'opération non seulement justifiable, mais nécessaire.
Demain, Rebecca Morrison découvrirait que certaines actions ont des conséquences qui résonnent bien au-delà du salon de la maison de ses parents. Lundi, 7 heures du matin. L'article de Paul a été publié sur le site du New York Times sous le titre « Violence domestique chez les élites, quand des professionnels prestigieux maltraitent des enfants ». Je servais le petit déjeuner à Thomas lorsque mon téléphone a explosé de notifications. Le premier nom sur la liste des appels manqués était Rebecca. « Tu as détruit ma vie », a-t-elle crié lorsque j'ai répondu. « Tu sais ce que tu as fait ? Mon bureau est submergé d'appels. Ma photo est en première page du plus grand journal du pays. » Intéressant, ai-je répondu calmement, en regardant Thomas jouer avec ses jouets. Tu es nerveuse à cause des appels, mais pas parce que tu as donné un coup de pied à un bébé. Ce n'est pas ce qui s'est passé et tu le sais très bien. J'ai tout enregistré, Rebecca. Vidéo et audio. Tu veux que je te repasse le passage où tu dis que Thomas avait une bonne raison de pleurer ? Le silence à l'autre bout du fil dura 15 secondes. Quand elle reprit la parole, sa voix avait changé. Elle était calculatrice. C'est du chantage, Jim. Tu peux aller en prison pour ça. Ce serait du chantage si je te demandais de l'argent. Je ne fais que partager la vérité avec des gens qui ont le droit de la connaître. Paul avait fait un travail brillant. L'article ne se contentait pas de documenter l'incident avec Thomas, mais le replaçait dans un contexte plus large d'abus familiaux parmi les professionnels de haut niveau. Il comprenait des témoignages de Kevin sur le comportement domestique de Rebecca, des documents de Sandra sur des irrégularités éthiques dans des affaires de garde d'enfants, et même des commentaires de collègues anonymes sur des accès de colère dans le milieu professionnel. À 9 heures du matin, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. « Monsieur Morrison, ici Janet Walsh, du Conseil de discipline du barreau. J'aimerais vous parler de certaines allégations qui ont été portées à notre attention. » Bien sûr. Je suis disponible quand vous voulez. Que diriez-vous d'aujourd'hui à 14 heures ? Nous croyons comprendre que vous disposez de preuves vidéo. À 10 heures, Kevin m'a appelé, la voix tremblante. « Jim, elle est hors d'elle. Elle a cassé tous les verres de la cuisine et elle crie qu'elle va vous poursuivre en justice, ainsi que le journal et tous ceux qui croient à son histoire. Tu es en sécurité ? Je suis chez ma sœur. Mais je dois vous prévenir, elle a engagé un avocat célèbre. Jackson Webb. Il est spécialisé dans les affaires de diffamation très médiatisées. C'est intéressant, ai-je répondu en prenant des notes. Parce que pour intenter un procès pour diffamation, elle devra prouver que ces informations sont fausses. Et elles ne le sont pas. Exactement. À 11 heures, j'ai reçu un email de la Fondation pour la protection de l'enfance, où Rebecca siégeait au conseil d'administration depuis 3 ans. Après un examen attentif des récentes allégations, nous avons décidé de suspendre la participation de Mademoiselle Morrison à toutes les activités de la Fondation, avec effet immédiat. À 11h30, le docteur Patricia Nguyen m'a appelé. « Jim, je viens de lire l'article. Êtes-vous sûr de vouloir poursuivre dans cette voie ? J'en suis absolument certain. Parce que si c'est vrai, et d'après ce que j'ai lu, cela semble tout à fait documenté, cela détruit toute chance de nomination judiciaire pour Rebecca. Le gouverneur ne peut pas se permettre de nommer quelqu'un avec ce genre de controverse. C'est exactement le but. Mon Dieu, Jim, vous avez tout planifié méthodiquement. Je l'ai fait pour protéger mon fils. Et pour protéger d'autres enfants qui pourraient être victimes d'elle à l'avenir. À 2 heures, j'étais au siège du barreau avec une copie haute résolution de l'enregistrement complet. Janet Walsh a regardé la vidéo 2 fois, prenant des notes détaillées. « Monsieur Morrison, c'est très troublant. Nous avons déjà eu des cas de conduite inappropriée, mais de la violence physique contre un enfant. » Elle s'interrompit et retira ses lunettes. C'est un tout autre domaine. Il existe d'autres cas documentés de comportements contraires à l'éthique, ajoutai-je en lui tendant le dossier que Sandra avait compilé. Janet parcourut les documents, son expression s'assombrissant à chaque page. Fabrication de preuves, intimidation de témoins, violation du secret professionnel. Marmonna-t-elle. Monsieur Morrison, avec votre permission, nous aimerions ouvrir une enquête officielle immédiatement. Vous avez toute ma coopération. À 3 heures, alors que je rentrais chez moi en voiture, je reçus un appel provenant d'un numéro privé. Jim. La voix m'était familière, mais il m'a fallu quelques secondes pour la reconnaître. C'était ma mère, et elle pleurait. Maman, ton père est à l'hôpital. Il a eu une crise cardiaque après avoir lu le journal. Pendant un instant, j'ai ressenti un pincement de culpabilité. Mais je me suis souvenu de son rire lorsque Rebecca avait donné un coup de pied à Thomas. Il va s'en sortir ? Les médecins disent que oui. Mais Jim. Elle a marqué une pause.
Je sais que tu es en colère, mais tu es allé trop loin. Tu détruis toute la famille. Je n'ai rien détruit, maman. J'ai simplement révélé ce qui existait déjà. Rebecca est dévastée. Elle risque de perdre son emploi, de tout perdre. Et qu'est-ce qu'elle devrait perdre après avoir donné un coup de pied à un bébé? Ma mère resta silencieuse pendant de longues secondes. Je ne sais plus quoi penser. Alors il est peut-être temps de commencer à réfléchir sérieusement. À 5 heures, Paul m'appela pour me donner des nouvelles. L'article a déjà été partagé plus de 200 000 fois. Nous recevons des centaines de commentaires de personnes qui partagent des expériences similaires d'abus familiaux normalisés. Et la réaction professionnelle. 3 grands cabinets d'avocats ont déjà publié des déclarations prenant leur distance avec Rebecca. Son cabinet est en réunion de crise depuis midi. À 6 heures, alors que je donnais à manger à Thomas, on a sonné à la porte. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Rebecca debout devant ma porte, visiblement bouleversée, les vêtements froissés et les cheveux en bataille. J'ai ouvert la porte, mais j'ai laissé le verrou de sécurité. « Tu as réussi », a-t-elle dit d'une voix rauque. « Tu as vraiment réussi à me détruire. » Je ne t'ai pas détruite, Rebecca. Tu t'es détruite toi-même quand tu as décidé de frapper mon fils. Il faisait trop de bruit. C'est un bébé. Les bébés font du bruit. Tu ne comprends pas. J'étais stressé. Le travail, le mariage, la pression. Et tu t'en es prise à un enfant de 8 mois. Rebecca appuya son front contre la porte. Mon mariage est fini. Kevin a demandé le divorce ce matin. Mon bureau envisage de me licencier. Ma nomination comme juge, c'est fini. Heureusement que Kevin s'est échappé à temps. Il a dit que je suis comme papa, que j'ai le même tempérament explosif, le même manque de contrôle. C'est vrai. Je peux changer, dit-elle en me regardant à travers l'interstice. Je peux suivre une thérapie, me soigner. Mais tu dois arrêter ça. Je ne peux pas arrêter quelque chose qui m'échappe complètement. La vérité a pris le dessus. S'il te plaît, Jim. Je suis ta sœur. Les sœurs ne font pas de mal à leur neveu bébé. Thomas s'est mis à pleurer dans l'appartement derrière moi. Rebecca a fait un mouvement instinctif vers le bruit, mais j'ai complètement bloqué la porte. Tu ne t'approcheras plus jamais de mon fils, ai-je dit fermement. Jamais. Rebecca a reculé, ses larmes coulant enfin. Je ne voulais pas en arriver là. Alors tu n'aurais pas dû donner un coup de pied à un enfant. Je fermai la porte et verrouillai toutes les serrures. À travers la fenêtre, je vis Rebecca rester immobile sur le trottoir pendant près de 10 minutes avant de finalement monter dans sa voiture et partir. À 20 heures, j'ai reçu un email du cabinet Tartwell et Associates. Rebecca avait été mise en congé administratif indéfini, dans l'attente d'une enquête interne. À 21 heures, Kevin m'a appelé. Jim, elle dit qu'elle va se suicider, qu'elle n'a plus aucune raison de vivre. Tu penses que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais j'ai pensé que tu devais le savoir. Kevin, tu as bien fait de divorcer. Ne la laisse pas utiliser le chantage émotionnel pour te manipuler. Je sais. Mais fais attention, d'accord? Les gens désespérés font des choses imprévisibles. Ce soir-là, après avoir couché Thomas, je me suis assis dans le salon de l'appartement et j'ai fait le point sur tout ce qui s'était passé en une seule journée. L'article du New York Times avait été partagé plus de 300 000 fois. La vidéo de l'agression, bien que le visage de Thomas ait été flouté pour protéger sa vie privée, était utilisée dans des discussions sur la maltraitance des enfants à travers tout le pays. Rebecca avait perdu son poste au conseil d'administration de la fondation caritative, avait été suspendue de son travail, avait perdu son mariage et sa candidature au poste de juge avait été retirée. Mais plus important encore, Thomas était en sécurité. Et d'autres enfants seraient également en sécurité loin de Rebecca à l'avenir. Alors que je vérifiais les dernières notifications de la journée, un message a attiré mon attention. Il provenait d'une femme nommée Patricia Santos. Monsieur Morrison, je suis journaliste d'investigation pour CNN. J'aimerais vous parler de la possibilité d'une interview télévisée. Nous pensons que votre histoire pourrait aider d'autres familles confrontées à des situations similaires. J'ai souri pour la première fois depuis des semaines. La véritable transformation ne faisait que commencer. Rebecca avait frappé mon fils en pensant que c'était la fin de l'histoire. En réalité, ce n'était que le début d'un nouveau récit, où les enfants sont protégés et les agresseurs font face à de réelles conséquences. Ce qu'elle allait découvrir dans les heures suivantes allait faire passer tout ce qui s'était passé jusqu'à présent pour un simple échauffement. 6 mois plus tard, j'étais dans la cuisine de notre nouvel appartement, plus grand et plus sûr, que j'avais pu acheter grâce à ma promotion, lorsque j'ai reçu l'appel final de Paul. Jim, c'est fini.
Le conseil de discipline a définitivement retiré à Rebecca son droit d'exercer le droit dans l'État de New York. Thomas était dans son fauteuil, applaudissant joyeusement tout en mangeant ses fruits. Il n'était plus ce bébé anxieux qui pleurait lorsqu'il entendait des voix masculines fortes. Et l'affaire pénale ? Demandai-je en regardant mon fils jouer sans crainte. Elle a accepté un accord. 200 heures de travaux d'intérêt général, une thérapie obligatoire pour contrôler sa colère, et elle est interdite de travailler avec des enfants pendant les 5 prochaines années. Kevin était devenu un allié inattendu après le divorce. Il m'avait appelé la semaine précédente pour me donner des nouvelles qui m'avaient surpris. Jim, elle suit un traitement sérieux. Je ne sais pas si c'est sincère ou si c'est juste pour impressionner le juge, mais pour la première fois depuis des années, elle a admis qu'elle avait un problème. Ça n'efface pas ce qu'elle a fait à Thomas, répondis-je. Non, ça n'efface pas ce qu'elle a fait. Mais ça empêchera peut-être que ça arrive à d'autres enfants. L'interview sur CNN avait été diffusée 3 mois plus tôt. Patricia Santos avait fait un travail exceptionnel, en se concentrant non seulement sur notre histoire, mais aussi sur le phénomène plus large de la normalisation de la violence envers les enfants dans les familles dysfonctionnelles. L'impact a été énorme. J'ai reçu des centaines de messages d'autres parents partageant des expériences similaires. Beaucoup ont trouvé le courage d'affronter des membres de leur famille qui avaient normalisé la violence envers les enfants. Mes parents ne se sont jamais excusés directement, mais ma mère a commencé à me rendre visite chaque semaine. Elle observait Thomas avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, quelque chose entre le regret et la protection. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, m'a-t-elle dit lors d'une récente visite. Quand vous étiez petit, je pensais que c'était comme ça qu'on élevait les enfants. Ma mère faisait la même chose avec moi. Les schémas peuvent être brisés, ai-je répondu en regardant Thomas apprendre à ma mère à empiler des blocs colorés. Mais quelqu'un doit décider qu'il s'arrête là. Mon père ne m'adressait toujours pas la parole, mais j'ai appris par Kevin qu'il avait fait un don important à des organisations de protection de l'enfance. C'était sa façon silencieuse de reconnaître son erreur. Rebecca a essayé de me contacter une seule fois après le verdict. C'était un long email, rempli d'excuses et de demandes de pardon. Il se terminait par une phrase qui m'a marqué « Je suis devenu tout ce que j'avais juré de combattre quand j'ai commencé à exercer le droit ». Je n'ai pas répondu. Le pardon est un cadeau que l'on offre quand on est prêt, pas quand on le demande. Ce qui m'a le plus surpris, c'est la façon dont cette expérience a transformé ma propre perspective sur la paternité. Avant, j'élevais Thomas dans une anxiété constante, me demandant sans cesse si je faisais les choses correctement. Maintenant, je savais avec une certitude absolue que mon travail en tant que père était de le protéger, de le respecter et de lui apprendre que sa voix compte. Qu'il ne devait jamais accepter d'être rabaissé ou blessé par qui que ce soit, surtout par sa famille. Le docteur Harrison, notre pédiatre, a remarqué le changement lors de notre consultation de routine. Thomas s'épanouit, a-t-il observé en regardant mon fils explorer le cabinet avec une curiosité confiante. Les enfants qui grandissent en sachant qu'ils sont protégés développent une estime de soi plus solide. Il sait que je serai toujours là pour lui, ai-je répondu. Cela fait toute la différence. La leçon la plus importante est venue d'une source inattendue. Lors d'une séance de thérapie familiale suggérée par ma mère, la thérapeute a posé une question simple qui a changé ma perspective. Jim, que voulez-vous que Thomas retienne de la façon dont vous avez réagi lorsqu'il avait besoin de protection? La réponse a été immédiate, que je n'ai jamais hésité. Qu'il a toujours su qu'il pouvait compter sur moi, même lorsque cela signifiait affronter toute la famille. Aujourd'hui, Thomas a 1 an et demi. Il court dans la maison, rit aux éclats et chante des chansons qu'il invente. Quand il pleure, je le console sans me presser. Quand il a besoin de limites, je les établis avec gentillesse, jamais avec violence. Il ne connaîtra jamais les détails de ce que sa tante a fait, mais il grandira en sachant qu'il a été protégé quand il en avait besoin. Les dernières nouvelles de Rebecca nous sont parvenues par l'intermédiaire de Paul. Elle avait trouvé un emploi de consultante dans une organisation qui aide les professionnels à se réinsérer après avoir perdu leur licence. Ironie involontaire, mais peut-être appropriée. Elle semble différente, a commenté Paul. Plus calme, moins arrogante. Les gens peuvent changer, ai-je répondu. Mais le changement n'efface pas les conséquences. Si cette histoire vous a touché, en particulier si vous êtes parent, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits sur l'importance de protéger nos enfants, même lorsque cela implique de s'opposer à notre propre famille. Car en fin de compte, peu importe le nombre de relations que vous devez sacrifier ou de traditions familiales que vous devez briser. Quand un enfant a besoin de protection, vous le protégez. C'est aussi simple que cela. Rebecca a frappé mon fils en pensant qu'elle pourrait continuer à agir en toute impunité, protégée par un système familial qui l'a toujours préservé des conséquences.
Elle a découvert que certains systèmes peuvent être piratés et que certaines conséquences ont des répercussions à jamais. Thomas est en sécurité, confiant, et grandit dans une maison où sa voix est célébrée et non réduite au silence. Et moi? Eh bien, j'ai découvert que la paternité n'est pas une question de perfection. Il s'agit d'être assez courageux pour faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile.